Favorablement à notre invitation. C'est un grand honneur pour nous de recevoir le professeur Ali Boukrami. Nous allons entamer cette année de cycle de conférences, comme notre école est devenue École supérieure de sciences de gestion. Donc c'est un grand honneur de débuter cette année avec la conférence de Ali Boukrami. Donc au nom de cette honneur d'assistance, je souhaite la bienvenue à mon ami professeur, notre aîné. Professeur Ali Boukrami, il est connu par ses ouvrages, ses articles, sa modestie, ses compétences avérées en matière de finances. Le CV, on l'a distribué, il était président de la COSOB. La COSOB, c'est une institution à la haute autorité au niveau de la bourse. COSOB, c'est elle qui donne les agréments, l'introduction des actions en bourse. C'est avec le directeur de la bourse, M. Garatni. Puis il était aussi directeur de l'ESC, fondateur de l'ESC, École supérieure de commerce. L'IFI, l'Institut de fiscalité douanière, il était surtout beaucoup plus, en bien sûr, le dernier poste, c'est secrétaire d'État auprès du ministère de la prospective des statistiques, qui s'occupait des statistiques. Il était aussi membre de la commission Stiglitz, qui ne connaît pas Stiglitz, comme 2008-2009, sur la réforme du système monétaire et financier par l'Assemblée des Nations Unies. Et il a été président aussi de la commission de législation sur le secteur de l'énergie. Donc, je suis obligé de m'effacer et donner la parole à notre éminent professeur, Rachaf Lana Yabster, une belle Gina, c'est un batteur de la Chouja, le Qatar, vous connaissez ce beau monde, et on continue, Inch'Allah, la radio Fakna. À vous la parole, professeur. Merci. Oui, comme vous voulez. C'est tard. C'est ton frère. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من حيث نشاء. أيها الأصدقاء الأعزاء، أيها الطلبة المحترمين، لا يفوتني كبديد بدء أن ألجئ إلى آيات من الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صدق الله العظيم. موضوعنا لهذا اليوم حول موضوع يكتسي أهمية بالغة بالتذبذبات العالمية، تتطلب منا أولا التواضع وتتطلب منا حق الخطأ لتصحيحه. ولهذا أقترح عليكم التدخل باللغة الفرنسية إذا لم يقرروا منع.
la finance dans tous ses états, si vous voulez bien. Je soumets à votre appréciation un peu les turbulences de l'économie mondiale. Il suffit de revoir le Paul Volcker, président de la Fédérale de réserve des années 80, qui est très célèbre, puisque toute la finance tourne autour de la Fédérale de réserve, qui disait la finance aujourd'hui est un bateau ivre sur une mer agitée. Et je crois qu'il est important pour nous qui faisons un peu des projections, des statistiques, pour ne pas dire des prévisions, parce que c'est très prétentieux de parler de prévisions. Et les étudiants, et parfois même les enseignants, confondent de prévisions et projections. Les projections sont très difficiles parce que nous sommes dans deux contextes historiques différents. Les contextes historiques, ça change tous les 50-60 années. Et si on prend la même série et on fait des projections avec les données de l'ancienne série, les données ne sont pas homogènes. C'est-à-dire qu'on a besoin, les statisticiens, je serai un peu pédant avec vous, on a besoin d'une demi-variable, c'est-à-dire 0, 0, la 1, 1, je ne sais pas s'il y a des économètres parmi vous. Donc, tout ce qui est fait comme projection, parfait, et donc, toutes ces questions-là nous remettent en cause. Donc, voilà, en guise de préambule, si on prend les années 60, je vais vous citer trois choses par rapport aux années actuelles. Les années 60, il y avait, en 1964, il y avait une chanson de quelqu'un qui a obtenu un prix Nobel aujourd'hui en littérature et qui a surpris. C'est Bob Dylan. Il avait une chanson très célèbre qui disait « The slow one no will never be fast. The last one no will never be first. » Celui qui est très lent aujourd'hui, demain va aller plus vite. Et celui qui est dernier aujourd'hui, demain sera probablement premier. Et il regardait, comme Theodore Roosevelt, pas Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt de 1909, qui regardait le Pacifique. Et il disait, voilà l'avenir. Il regardait la Chine. C'est-à-dire que Bob Dylan, on voyait où ça allait, il y avait la vision. Quand vous avez la vision, vous pouvez faire du management. Si vous n'avez pas la vision, vous faites tout sauf du management. Or, comment avoir la vision, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous êtes sur une mer agitée? Donc, ce premier exemple est extrêmement intéressant. Le deuxième, c'est le président Johnson, qui avait succédé à Kennedy, qui c'est à l'ordre du jour actuellement, qui avait accueilli, en rompant le protocole, sur le perron de la Maison-Blanche, son secrétaire au Trésor, qui revenait de la réunion du Fonds monétaire. Il avait rompu le protocole, le président de la République qui a accueilli son secrétaire d'État sur le perron de la Maison-Blanche parce qu'il lui avait ramené dans ses bagages en 1967 ce que vous appelez aujourd'hui le premier amendement du FMI, les droits de tirage spéciaux, ce qu'on appelle les DTS, ou Special Drawing Right, parce qu'il y avait De Gaulle qui menaçait l'hégémonie américaine monétaire. Je vous dis c'est à l'ordre du jour parce que si vous lisez un peu, vous voyez un peu ce qui se passe sur le renminbi vis-à-vis du dollar. J'ai eu la chance de faire partie d'une commission où ces choses-là ont été évoquées. J'étais un peu très à l'écoute. Donc ce deuxième exemple, retenez-le. Le troisième, c'est un président, un visionnaire pour les Américains. Bon, c'est Richard Nixon. Vous savez, Richard Nixon, c'est le président américain qui est constant dans la vision républicaine depuis les années 50. Lorsqu'il a été nommé président, il y avait un président de la Fédérale de réserve qui s'appelait Chesney, et il estimait qu'il n'avait pas été élu en 1965 parce qu'on n'avait pas fait marcher la planche à billets. Vous savez, lorsque vous faites marcher la planche à billets, ça crée de l'activité économique artificielle. Je pense qu'il y a des monétaristes ici. Alors, il avait nommé quelqu'un qui s'appelle Arthur Burns. Arthur Burns, qui était président de la Fédérale de réserve, et vous connaissez l'indépendance de la Fédérale de réserve, et il avait donné cette phrase, parce que l'indépendance de la Banque centrale aux États-Unis est sacrée depuis 1913. Il a dit « I respect his independence, but I hope that independently
he will conclude that my views have to be followed. Je respecte son indépendance, mais j'espère qu'il va conclure lui-même que c'est mes vues qui doivent être appliquées. Ben, ça c'est anglo-saxon, hein, c'est anglo-saxon, les anglo-saxons sont dans la nuance. Et alors évidemment, moi je vous dis ça parce que ça nous intéresse. Il a lâché la planche à billets en 72, c'est lui qui a provoqué les grands monétaristes américains, l'inflation de 72, et qui a été après corrigée avec Paul Volcker bien après, mais ce n'est pas l'augmentation des prix du pétrole de 73 qui a provoqué l'inflation mondiale. C'est reconnu. Donc c'était Nixon qui avait provoqué à travers Arthur Burns l'inflation. Donc ça c'était la période où il y avait un pouvoir politique qui s'imposait à la finance. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, c'est très différent. Si ça vous intéresse, il y a une grosse lutte entre le pouvoir financier et le pouvoir politique, même sur le Brexit. Si vous dites, il faut décoder, il faut aller vers les non-dits. Mais il y a quelque chose de très important. Si vous prenez quelqu'un comme Alan Greenspan, vous savez, en 2004, vous avez eu Ben Achnou ici, à Tabater, qui était ministre des Finances. Il me disait, écoute, tu sais, j'ai assisté à la réunion de Ben Achnou en 2004. Vous savez, les Américains sont imprévisibles. Quand on est fort, on est imprévisible. Alors, le matin, à la réunion, parce qu'à la réunion du Fonds monétaire international, ils reçoivent des gouverneurs des banques centrales, ils reçoivent une invitation ou une convocation, c'est comme vous voudrez. Disons qu'il y a un exposé très brillant du président de la Fed Reserve, qui était Alan Greenspan, que Stiglitz n'aime pas beaucoup du tout, pour la simple raison que Alan Greenspan, en 1999, c'est lui qui a, avec Lawrence Summers, qui a revu ce qu'on appelle la Glass-Steagall, la loi qui séparait les banques d'affaires des banques de dépôt. C'est une loi depuis les années 30, il a fallu du temps, elle a été supprimée un peu sous la pression de la finance. Alors il a fait un exposé pendant une demi-heure avec des slides, des projections, des équations, etc. Vous savez ce que c'est. Oui, quand il a terminé, il a eu une expression qui est devenue consacrée, je voulais prévenir à ça. Il a dit, écoutez, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Il voulait dire qu'il n'avait pas compris lui-même ce qu'il avait développé, mais c'est un peu le côté protestant. Le côté protestant, le côté humilité, power. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il avait exposé. Nous, tout le monde détient la vérité. On dit à Al-Malik, écoute, les gens qui détiennent la vérité, on devrait les tuer, parce qu'ils ne servent plus à rien. Ils n'écoutent plus. Donc, Alan Greenspan avait cette expression un peu terrible. Et en 2008, lorsqu'il y a eu la crise que vous connaissez, que personne n'a prévue, puisque les économistes, comme dit Paul Samuelson, ils prévoient 9 crises, et 5 arrivent sur les 9, c'est pas celles qui arrivent. Hein? Il y a des crises qui n'ont pas prévu qui arrivent. Donc, l'économiste, c'est comme le médecin, parce qu'il y a d'éminents professeurs de médecine avec nous, le médecin ne peut pas prévoir la maladie, la soigne, la thérapeutique. Et l'économiste, lui, il trouve cette... Donc, il devrait faire preuve d'humilité à ce niveau-là. Cette question-là est extrêmement importante. Nous sommes donc dans une situation où la croissance économique, qui est l'objet de la science économique depuis David Ricardo, se ralentit. Elle se ralentit de manière nette. Moi, j'essaye de vous restituer beaucoup plus mon vécu grâce à l'Algérie, et non pas de vous donner quelque chose de livresque. Donc, cette croissance économique, vous avez vu qu'on a parlé des BRICS il y a une année, 2 années. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Vous savez, les gens de Goldman Sachs, quand on parle des BRICS, ils disent Blue Ridiculous Investment Concept. Quel concept d'investissement très ridicule. Évidemment, ça s'est confirmé. Vous avez vu que le Brésil fait de la croissance négative. La Russie, avec la baisse des prix du pétrole, d'un moment maladie, on a baissé les prix du pétrole. C'est pour affaiblir
essentiellement la Russie, en Ukraine, etc. Vous faites grâce un peu si vous suivez la géopolitique. Donc la géopolitique a envahi un peu les choses. Donc les BRICS, c'est un peu un concept dépassé. Donc nous sommes réellement dans une croissance mitigée, réduite. Alors à cette croissance mitigée, réduite, il y a des alternatives. Donc je soumets à votre appréciation mon modeste exposé à travers deux parties. La première partie, quelle est cette croissance mitigée, quelle est cette croissance et le tarissement des sources de la croissance. Et la deuxième, les alternatives financières. Bon, je vais, pour faire simple, pour les deux parties, je vais m'intéresser à trois points. Le premier point, c'est le tarissement des sources de la croissance. Tarissement des sources de la croissance, vous la connaissez, entre la croissance économique, aujourd'hui elle est autour de 3%, après la croissance négative de 2009, on a eu 2010, on a eu un taux de croissance de 5,40, ensuite descendu à 4, ensuite c'est revenu à 3. Mais première constatation, l'élasticité du commerce extérieur par rapport à la croissance économique, qui était de 2, c'est-à-dire lorsque le taux de croissance du commerce extérieur augmentait de 6, la croissance augmentait de 3. C'est ce qu'on appelle l'élasticité. Hein, l'élasticité. Aujourd'hui, elle était de 2. C'est-à-dire, par exemple, en 2010, le taux de croissance du commerce mondial était de 11%. Le taux de croissance économique était de 5, c'est le double. Si on prend, alors l'année, pour faire l'année 2015, le taux de croissance était de 3,12. Le taux de croissance du commerce extérieur est de 2,99, c'est-à-dire moins. C'est-à-dire l'élasticité du commerce extérieur est inférieure à 1. Ça, c'est un repère. Ça remet en cause un peu les acquisitions. Pour 2016, vous avez vu les rapports de l'OMC, si vous lisez les derniers, parce qu'il faut lire. Moi, je sais que les étudiants ne lisent pas. On ne peut pas, il faut lire. Et le danger, c'est l'Internet. Copier-coller, les gens ne lisent plus. J'ai remarqué que les gens ne lisent plus. Et ça, c'est ce qui va nous massacrer. Alors, lisez, je vous en prie, lisez. Alors, votre meilleur compagnon, c'est l'ouvrage, c'est lisez. Rien ne remplace la bibliothèque. Donc, en 2016, ça sera probablement inférieur à 2%. En 2017, il prévoyait 3,5 et il prévoit moins de 3, etc. Donc, relation commerce extérieur, croissance économique, remise en cause. Ça veut dire que la source de la croissance n'est plus dans le commerce extérieur. C'est-à-dire la thèse libéralisation du commerce extérieur, vous connaissez tous, Théorème Cherolin, Ricardo, etc., etc. Même Samuelson, avec son collègue Stolper, il y a des exceptions. Donc on se remet en cause. Deuxième élément, c'est le taux de productivité du travail. Dans le rapport, la lettre que laisse Obama à son successeur, alors, c'est à la mode, alors il note que le taux de productivité du travail aux États-Unis, entre 1995 et 2005, il a augmenté de 2,5%. Entre 2005 et 2015, le taux de croissance de la productivité du travail est inférieur à 1%. Et les États-Unis sont au top parmi les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a une forte réduction de la productivité du travail. Troisièmement, la dette publique. Vous savez, vous connaissez tous le critère de convergence 60%, c'est largement dépassé. La dette publique en Europe est passée de 69 en 2005, 69% à 95%. Donc on est loin des 60%. Et aux États-Unis, elle est passée de 65% du PIB à 105%. Mais je ne vous donne pas trop de chiffres, je ne vais pas vous encombrer, mais c'est très significatif. Ça veut dire qu'on est loin de ce que Milton Friedman, les monétaristes, disent, parce qu'il faut retenir les prix Nobel, in the short run, wrong economics is good politics, but in the long run, wrong economics is wrong politics too. Dans le court terme, la mauvaise économie, c'est de la bonne politique, mais dans le long terme, la mauvaise économie, c'est aussi de la mauvaise politique. Donc on est loin de ces questions-là.
Et on est dans une situation où on est perdu au niveau des acquis et des convictions. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, c'est les incertitudes. Bon, les incertitudes, vous les connaissez, puisque vous êtes une école de management. Je pense que vous suivez l'indice Dow Jones, ou alors le FTSE, ou le CAC 40. Alors, l'indice Dow Jones, il est aujourd'hui à un niveau le plus élevé. 18 200, 18 300. Il n'a jamais été. Alors, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que le price earning ratio, vous connaissez le PER, il est supérieur à 20, 22, 23, même aux États-Unis. Alors qu'il était, normalement, il ne devrait pas excéder 15. La crise de 29, il est arrivé à 40. Alors, le price earning ratio, bon, je vais faire bref parce que le price earning ratio, c'est l'élément central, c'est la thèse de Minsky, Hyman Minsky, prix Nobel d'économie, sur le cycle financier. C'est-à-dire, lorsque vous générez des cash flows positifs, vous pouvez payer les intérêts principaux. Si le cash flow ne vous permet que de payer les intérêts, pas le principal, vous vous endettez. S'il ne permet pas ni l'un ni l'autre, comment vous allez vous rembourser? Par l'augmentation, ça il faut que vous le sachiez, des actifs financiers. C'est ce qui s'est passé en 2008 pour les mortgages, c'est les subprimes, c'est-à-dire que vous vous endettez pour acheter une maison, vous n'avez pas de revenus, mais la maison, le prix augmente, donc il n'y a pas de problème. Mais si la maison baisse, l'immobilier, ça c'est un risque majeur pour l'Algérie. Si l'immobilier baisse, that's the collapse of the economy. Alors, le même phénomène, c'est que les Chinois financent l'économie mondiale pour vendre jusqu'à maintenant. Et parallèlement, il y a l'indice boursier qui augmente, c'est-à-dire les actifs financiers. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Minsky? Il dit, si vous avez une stabilité financière très longue sur le long terme, lorsqu'il y aura un effondrement, ça sera un effondrement catastrophique. Voilà, ça c'est la thèse. Moi, je ne vais pas faire de la théorie ici. Alors, si ça vous intéresse, allez vers Hyman Minsky, prix Nobel d'économie, théorie du cycle financier, qui est remise à l'ordre du jour. Cette thèse inquiète beaucoup. C'est pour ça que ça inquiète beaucoup. L'effondrement de l'économie mondiale, on sait, on ne sait pas, etc. Donc ça, c'est extrêmement, c'est une incertitude, c'est de grandes incertitudes. Incertitudes majeures en matière d'évolution de l'économie mondiale. Donc c'est ce qui préoccupe beaucoup toutes les places financières aujourd'hui. Donc ça c'est un peu le troisième élément qu'on retrouve un peu dans en plus de ces incertitudes aujourd'hui, c'est le fait que les ressources matérielles sont finies. Vous savez, la croissance normalement est infinie, mais les ressources matérielles, si elles sont finies, il y a un ralentissement de la croissance économique. Alors, je ne vais pas vous parler du COP21, alors là, je vous dis une chose. Il y a le discours et la réalité. Par exemple, les États-Unis, sur les 5 dernières années, ils ont diminué les émissions de dioxyde de carbone, d'après le président américain, de 6%, avec une taux de croissance exceptionnelle sur 5 ans de 11%. Donc ça, c'est là. Alors, pour essayer de renoncer à 80%, parce que pour maintenir à 2 degrés Celsius, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'émission, vous savez qu'il y a encore 900 milliards de tonnes de dioxyde de carbone jusqu'à 2050. Et actuellement, il y a une émission de 50 milliards de tonnes par an, donc 30 milliards de dioxyde de carbone. Le reste, vous savez ce que c'est le méthane et le protoxyde d'azote. Et le dioxyde de carbone, c'est l'essentiel. Donc pour arriver à ça, il faut renoncer à 80% des réserves récupérables des énergies fossiles et laisser dans le sous-sol. Bon, je vous laisse réfléchir. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite, qui a 120 ans, 140 ans à sa production actuelle à 11 millions, elle devrait renoncer à 80% de tout ce qui est. Donc, je vous laisse un peu, donc il y a le discours et la réalité. À ce niveau-là, je vous invite donc à réfléchir et à vous poser des questions. Personne n'a la réponse,
Il y a le discours et la réalité. Bon, écoutez, c'est comme des trucs, hein, les affaires, la position d'un pays, les affaires étrangères, on dit le communiqué. Et pour connaître la position réelle, il faut connaître des personnalités en aparté, en conclave. C'est la même chose ici, un discours, parce que le discours consiste à dire on va avoir 55% de ceux qui émettent les gaz à effet de serre et 55% et vous savez, la Chine, c'est 29% des émissions mondiales, les États-Unis, c'est 15%, et l'Union européenne, c'est 11%, 55%. Donc. Mais la réalité, elle est tout autre. Ça veut dire que vous allez passer d'une économie d'exploitation de la nature, et ça, c'est de la philosophie, c'est l'écologie, à une économie qui coopère avec la nature. Ça veut dire que vous remettez en cause l'économie fondée sur le profit. Comme dit Vassili Leontiev, il nommait également, le capitalisme, le seul truc intéressant, c'est le profit. C'est le profit qui motive. Et si vous enlevez le profit, c'est extrêmement intéressant, il faut savoir ce qu'il faut mettre à la place. Donc voilà un peu les limites, j'ai été rapide sur les limites de la croissance. La deuxième partie, quelles sont les alternatives? Les alternatives, je vais vous dire trois choses, si vous permettez, soumettre à votre appréciation. Le premier élément, qui est le passage de l'institutionnel à l'informel. Alors, c'est plus l'institutionnel qui fonctionne, c'est l'informel. Le monde moderne est un monde d'informel. C'est-à-dire l'institutionnel, quand on dit institutionnel, c'est FMI, Banque mondiale, etc. Alors, institutionnel, alors je vais vous donner d'abord quelques exemples de manière très simple. Moi, j'ai eu la chance d'être à l'Assemblée Générale grâce à l'Algérie en 82 et avant, grâce à Diane McNaughton, Paul Volcker, etc., qui était président de la réserve, j'ai suivi le premier échelonnement mexicain en 1982. Alors, le premier échelonnement mexicain, le ministre des Finances mexicain s'appelait Silva Herzog. Silva Herzog, il est très connu. Moi, j'étais à Toronto un mois avant, grâce à Sibouana Ben Hamouda, qui était ministre des Finances, moi qui étais, il y avait Mourad Ben Hachnoun, le bon Mourad Ben Hachnoun, qui a été désigné administrateur du FMI-A7, et on faisait le lobbying et ben. Donc, donc Paul Volcker était président de la Fédérale de réserve. Silva Herzog, il a fait l'université, il a fait son PhD à Yale. Yale est une grande université américaine. Son prof, c'était Henry Wallich. Vous savez que la Fédérale de réserve, il y a 7 gouverneurs. Parmi les 7 gouverneurs les plus influents, il y avait Henry Wallich. C'était son prof. Il a introduit avec Paul Volcker. Il prenait chaque semaine, il venait déjeuner avec lui à midi. Vous savez, les protestants sont des gens très humbles. Il prenait la tarte au citron, de lemon pie. Il disait, fais le lemon pie. Parce que les protestants, il avait ce qu'on appelle, Walker, qui était président de la Fed de New York avant d'être président de la Fed, il avait les shiny suits. Shiny suits, c'est-à-dire les costumes qui brillaient. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que c'est des vieux costumes. Le costume qui connaît, shiny suit et alors lemon pie. Il a dit général, de janvier à début août. En août, il y a eu la réunion à Toronto. Ouais, ils ont tout préparé là-bas sur le rééchelonnement des 80 milliards de dollars. Bon, vous verrez que cette année-là, bon, c'est l'année l'une des plus malheureuses pour nous. Nous avons été très influents à l'OPEP. Le Mexique devait rentrer à l'OPEP. Évidemment, il n'est pas rentré. 83 et le 31 mars 1983, la première baisse des prix du pétrole de 34 à 29 à l'Intercontinental de Londres. Donc, c'est pour que vous ayez une idée. Mais si il y a les Djibouti, Henri Wallis, Silva, mais tu prends le Foucault là. En janvier, en 31 août, ça s'est déclaré. Il y a le qui va qu'est-ce qu'ils ont décidé ou là? Il a dit que je ne sais pas. Mais il faut l'Assemblée, on a la majorité. Donc, je me rappelle cette histoire.
La deuxième, si elle vous intéresse, c'est lorsqu'il y avait Carter. Carter qui devait désigner un peu, en 99, président de la Fed des réserves, à la place de Miller. Il a désigné, évidemment, Volcker, qui a vaincu l'inflation entre 79 et 87. Mais il ne voulait pas le désigner. Parce que s'il le désignait, il ne fallait pas faire manger la plonge habillée. Il est indépendant, mustaqal. Mais Wall Street a décidé que ça serait Volcker. White House a nommé. Alors, retenez, le pouvoir de nomination n'est pas le pouvoir de désignation. Le pouvoir de signature, c'est une chose. Le pouvoir de désignation, c'est autre chose. Vous pouvez, White House a signé la nomination, mais c'est Wall Street qui a nommé. Bon, ça c'est un deuxième exemple d'informel. Bon, vous pouvez, alors il y en a un qui intéresse l'Algérie, puis ça permet de rendre hommage à quelqu'un qui est un grand ami à moi, Srer Mostfaï, qui est le premier gouverneur de la Banque d'Algérie, qui etc., qui a créé la Banque d'Algérie, qui était au GPRA, qui c'est une sommité très respectée par tous les patrons du FMI. Et lorsqu'il y a eu la crise de mai 68, mai 68, le franc a coulé. Là, on avait beaucoup d'argent en France. On voit qu'elle est ferme, et le franc est coulé à un dollar. Mais il y a les Américains pour échanger les dollars contre de l'or. D'ailleurs, qui ont servi en 1990. Pour échanger, les Américains, il y avait un certain Salomon, comme son nom l'indique, Salomon, qui était sous-secrétaire d'État au Trésor. Il a reçu Mostfaï, mais que vous n'avez pas signé en 68 le prix du double prix de l'or. Parce qu'à l'époque, le FMI, quand il y a eu la réforme, ils ont mis deux prix de l'or. Le prix de 35 dollars pour le prix officiel l'once et le prix du marché pour le reste. Il fallait avoir signé ce qu'on appelle l'accord sur le double prix de l'or. L'Algérie n'avait pas signé cette convention. Mais il a fait une fleur parce que les Américains, les Habouches français à l'époque, c'était la concurrence terrible. Hein? Il lui a donné quand même de l'or. C'est en 68. Il lui a donné de l'or, donc on a eu de l'or. Moi, j'ai eu là. Alors en 1981, Nasser Mohamed Siddiq bin Yahya rahimahullah, il y a eu la négociation des otages iraniens. Il y avait des sommités. Bah, alors, les Américains ont vu que dans la délégation, il y avait Srer Mostfaï. Ils lui ont mis en face Salomon, qu'il avait rencontré 13 ans avant. C'est-à-dire que la diplomatie, c'est la pérennité. Ils lui ont mis en face. Ne croyez pas que les relations économiques sont des relations impersonnelles. Ils lui ont mis en face. Bah, moi j'étais 82. Alors Salomon, il était vice-président de la Fed des réserves. Alors, parce qu'on devait. Where is Mr. Mostfaï? Mr. Mostfaï. Il n'était plus président, il n'était plus gouverneur. Il y avait Mahfoud Aoufi. Mahfoud Aoufi. Mr. Mahfoud Aoufi is here. قال لي I want to meet Mr. Mostfaï. وانا مش قلت له مسرح معي. قلت له سحبت له هذا هو له الجوفرنور وما يقول لي مصطفى كاين يلعب مليح البريج اذا تحبوا ديروا هاد لي تروك لازم تلعبوا التنس مليح تلعبوا البريج ما عرفتش الدومينو c'est pour les dominos. Donc, je ne vais pas vous raconter d'autres parce que l'Algérie a un djel. Il faut que vous le sachiez, s'il vous plaît. L'Algérie a un djel. On avait des gens, Abdelkader par exemple, Chandarli, il était ami intime de Kendi. On avait Sherif Gilal, Allah Nsib Abdelmalik Ben Hbiz, Mratsi Abdelmalik Khut Gilal. Il n'y avait pas une réception qui était organisée à Washington, s'il n'y avait pas Gilal, il n'avait pas réussi. Lorsque Kissinger quittait Washington, Nancy Kissinger, Marteau,
parce que la campagne de Guellel, c'était la veille de son Thierry Fox. N'est-ce qu'à son Thierry Fox, c'est signé là, les grands acteurs, les grands. Il n'y a pas longtemps, elle est morte. On a eu des grands. Mais sur le cas, c'était des gens très introduits. C'est-à-dire, j'insiste sur ces éléments-là, parce que ne croyez pas que les choses, sans le public relation, vous ne pouvez rien faire. Sans le public relation. Donc, ça, l'informel. Bon, le deuxième informel, que vous connaissez rapidement, c'est Goldman Sachs. Ça, c'est plus défini. N'est-ce qu'il Goldman Sachs? Il a fait un SMI. Mario Draghi, vous savez qui c'est? Aïe, aïe, aïe. Mario Draghi, c'est le président de la Banque Centrale Européenne. Mario Monti, c'est l'ancien Premier ministre leader italien de Chisegla. Mario Monti. Papadouos, l'ancien Premier ministre libéral de la Grèce, Paulson, secrétaire d'État au Trésor des Lehman Brothers, le 5 septembre 2008. Bon, il y en a beaucoup, hein. Bon, le dernier, bon, je ne vais pas vous ennuyer. Le dernier, vous le savez, hein, c'est Barroso. Et qu'un président à la fin de Goldman Sachs. Il va conseiller Goldman Sachs pour le Brexit. Donc, Goldman Sachs, c'est la structure. Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est, vous voyez là, même la réglementation bancaire et financière, comme le dit un ami, il me dit, tu sais, ils ont fait la réglementation, rien, vous m'avez fait mine, mais je suis obligé de passer par eux. Vous l'avez un degré loin pour garder les noms, ce que vous voulez. JP Morgan the second. Mais Goldman Sachs, il y a eu le président Blankfein, en 2008, où j'ai fait le travail de Dieu. Parce que j'ai évité de collapse des colonnes. J'ai fait le travail de Dieu. Donc, Goldman Sachs, ça a remplacé le FMI. Les Olivier Branchard et compagnie, c'est maintenant Obsfeld, mais Obsfeld, c'est une autre doctrine. Donc, les Goldman Sachs, لازم تروح Goldman Sachs. هذوك هما الصناع. وما اللي راهم حاكمين درك راهم اللي تشوفوا لهم في القناه. Donc, Goldman Sachs est extrêmement présent. Moi, je vais être bref avec vous. Quand il y a eu 2008, le 5 septembre, ils devaient sauver les Lehman Brothers. Mais je la réunion, Bush, il assurait avant Obama, le président, dès la réunion, les experts, la finance, les Lehman Brothers, popcorn ou domino. هذا هو السؤال. Popcorn ou domino. Popcorn, ça veut dire popcorn. Le popcorn, تعرفوا ما يدير تحطوه في المقلاة. كي تبدا تخلاطي بالوحدة. ما يخلاطيوش كاع على الأربعة. الدومينو كي تنحي الواحد يحبط كلش. Understood. قالوا له popcorn. Okay, it's over. No Lehman Brothers. قالوا سي بون بوبكورن معناتها كي نطبقوها ما يطيحش الاخر ما يطيحش قالوا له اوكي بوبكورن شوف تخلطي بوحده ما لا نحيها ساكيتي اوكي لي ديسيدور سي سا سي با يكتب الهضره بوبكورن دومينو هذه غارديوها سي ليستوار ديال بوبكورن دومينو بوبكورن تخلطي بالحبه قالوا لك خلطت بالحبه خليه ساكريفي ما نوصلوا الجماعه. Si c'est dominant, on ne touche pas. On touche, on va. باش تفهموا يقول لك اعطيه اللي يفهم ولا قري. يقول لك القرايه في الكتب الفهم عند الشيوخ. Donc, vous avez un peu. Je vous donne un peu pour vous amuser parce que je sais que je vous ennuie comme ça. Prenez le dernier, le numéro 1, qui était là, Emmanuel Macron. Qui lui vient de Rothschild. Il y a une belle image, Hollande, qui est معاه وزير رايحين زعما لبروكسل. يقول له Emmanuel, n'oublie pas de leur dire que de chez Rothschild, c'est pas que وزير والو. N'oublie pas que tu es chez Rothschild. Ça. Donc c'est pour vous donner un peu une idée. Alors,
Ça, c'est pour vous dire l'informel. Maintenant, l'abandon de l'orthodoxie financière. Moi, je vais aller plus vite parce que l'orthodoxie financière, bon, il y a une règle d'or qu'on appelle, règle des banques centrales, qu'on appelle la règle de Taylor. Vous connaissez tous, c'est-à-dire qu'on fixe le taux d'intérêt en fonction du différentiel de croissance et différentiel. Elle est abandonnée définitivement, cette règle-là. Elle est bien abandonnée et vous avez vu, normalement, vous avez vu que le taux de la réserve aujourd'hui est de 0,5% et que Yellen, qui est soutenu, vous avez vu que Stiglitz, maintenant, il fait de la politique. Hein, moi, j'ai travaillé avec Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Il a soutenu à mort Yellen avec son bouquin, il a dit en 2014 pour qu'elle soit nommée président de la Fédérale réserve, et contre Larry Summers, parce qu'il y avait deux candidats. Il adore, parce que ne croyez pas, ça c'est pour vous aussi. Pourquoi? Parce que Janet Yellen était son étudiante à Yale, était l'étudiante de Stiglitz. Et en plus, Akerlof, qui est prix Nobel d'économie, sur la théorie d'information asymétrique, si ça vous intéresse, la théorie, c'est bien, ça revient à l'ordre du jour. Akerlof a eu le prix Nobel avec Stiglitz en 2001, en même temps. Stiglitz, il a eu sur le Lennon effect, c'est l'effet du citron, et la fois, il a eu sur l'adverse selection, c'est-à-dire sur le moral hasard. Donc, ils sont liés, donc il a soutien. Alors comme maintenant, il dit il ne faut pas augmenter les taux d'intérêt, il faut éviter d'augmenter les taux d'intérêt. Elle dit que je risque d'augmenter, que je suis, moi je suis au service. Il lui dit si vous augmentez les taux d'intérêt, vous risquez de provoquer l'effondrement de l'économie mondiale. Très intéressant. Elle dit moi je suis payé pour défendre l'économie américaine et pas pour défendre l'économie mondiale.